Les images sont trompeuses par essence. Une photo peut facilement nous induire en erreur et nous manipuler. C'est la première perversion de l'image. Mais tout ça n'est rien en comparaison de ce qui va suivre. Car on est entré dans une nouvelle phase, celle de la deuxième perversion de l'image. Ici, c'est pas seulement que l'image ne reflète pas adéquatement la réalité, c'est qu'elle se substitue à la réalité. Elle tient lieu de réel, si bien qu'elle finit par le supprimer. Je regardais l'autre jour un documentaire qui n'a a priori rien à voir et qui parlait des arnaques sentimentales sur Internet. Mais vers la fin, vous étiez sûr que c'était un arnaqueur. Et pourtant, vous avez continué à verser l'argent. Oui, oui. J'étais follement amoureuse et je le suis toujours. Les victimes tombent amoureuses d'abord d'une photo et ensuite d'un personnage qui est forcément pas réel. Elle n'a pas envoyé tellement d'argent. Et puis, elle est allée l'attendre à l'aéroport 4 fois. 4 fois. La dernière fois, il devait arriver pour fêter le 31 décembre avec elle. Il n'est pas arrivé, bien sûr. Le 1er janvier, il s'est suicidé. Il y a beaucoup de choses sidérantes ici, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que le virtuel est si consistant qu'on peut y vivre une histoire d'amour complète, y compris la douleur de la rupture. Le réel est devenu à la limite superflu. L'image se suffit à elle-même et elle institue son propre monde. Comme dit Jean Baudrillard dans un article sur la Révolution roumaine, l'image est devenue autoréférentielle. L'objet réel est anéanti par l'information, pas seulement aliéné, modifié, truqué, aboli. Si Baudrillard parle de la Révolution roumaine, c'est parce que cette révolution a marqué l'entrée dans la seconde perversion de l'image. Cette révolution a été provoquée par des photos truquées. Les révolutionnaires, pour émouvoir la communauté internationale, ont déterré des cadavres, ils les ont amoncelés dans une fosse commune à Timisoara, ils ont pris des photos et ont dit que c'était l'œuvre du dictateur en place. Ça a marché, la révolution a eu lieu et surtout, la preuve a été faite que l'image vaut désormais plus que les faits. Elle n'est plus la servante du réel, elle a renversé son maître et navigue désormais librement et sans attache. Ce monde-là, ce monde dans lequel on vit, vous et moi, le règne de l'image, a de quoi donner le vertige. Et pour en parler, il faut qu'on relise l'allégorie de la caverne de Platon avec, en écho, la série Black Mirror. Dans la caverne, des hommes sont enchaînés face au mur d'une grotte et fascinés par des ombres d'objets. Comme ils n'ont vu que ça de toute leur vie, ils sont persuadés que c'est la réalité. Jusqu'au jour où un mystérieux maître prend en charge un de ses prisonniers et le persuade de le suivre. Le chemin est difficile, mais l'élève arrive à sortir de la caverne et à contempler enfin la réalité. En tout cas, ce que Platon conçoit comme la réalité, c'est-à-dire les idées. Mais la fin, qu'on oublie parfois, est plus dramatique. Puisque l'élève veut à son tour faire passer le message, il retourne dans la caverne, il crie à ses compagnons que les ombres sont une illusion et que la réalité est au dehors, mais personne ne l'écoute et les habitants de la caverne finissent par le tuer. Le chemin vers le réel est long et douloureux, le virtuel répond à notre désir et il est décidément trop confortable pour qu'on ait envie de le quitter. L'image finit par gagner la partie. Dans l'épisode de Black Mirror 15 Million Merits, le héros, Bing Madsen, vit lui aussi en captivité dans un centre tapissé d'écrans qui sont son unique accès au monde. Mais il se révolte parce qu'il est tombé amoureux et que la pureté de son sentiment lui donne une soif nouvelle d'authenticité. Il ne supporte plus cet univers de faux semblants et de vidéos porno intrusives. Alors il décide qu'au moins sa bien-aimée n'en fera plus partie. Il l'inscrit dans une émission du style The Voice, et si elle convainc le jury, elle deviendra une chanteuse célèbre et pourra quitter le centre. Mais c'est un échec, puisque Abby sera contrainte de devenir elle-même actrice porno. Bing est furieux, il comprend la perfidité du système et il décide de prendre à son tour la parole sur scène. Il crie sa rage, sa haine et sa révolte, il appelle à un soulèvement des habitants du centre et à un moment, on se dit qu'il va réussir à provoquer la révolution. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Plutôt que de le combattre, l'emprisonner, le tuer comme dans l'allégorie de la caverne, le jury de l'émission va l'applaudir. Lui dire que son discours était un moment extraordinaire, la plus belle performance de l'année, et lui fait une offre inespérée. Deviens l'animateur d'une nouvelle émission rien qu'à toi, où tu pourras exprimer toute ta révolte et attirer des millions de téléspectateurs. Finalement, Bing accepte et son émission fait un carton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette fin est encore plus effrayante que la fin de l'allégorie de la caverne.
Car le révolté n'est pas détruit, il n'est pas assassiné, il est intégré. Il devient un acteur du système qu'il prétendait dénoncer. Il devient lui-même un de ces mystérieux montreurs de marionnettes qui, chez Platon, tenaient les foules rivées à l'illusion. Voilà la révélation de Black Mirror. Le système est tout-puissant, pas parce qu'il est violent contre les opposants, mais parce qu'au contraire, il les intègre à son fonctionnement. Il se nourrit de ses adversaires. Comme le dit Guy Debord dans La Société du spectacle, le spectacle intègre tout, même la critique du spectacle. La révolte contre le spectacle est un spectacle de plus. Et de fait, si vous voulez vous opposer au spectacle, vous devez, pour exister, passer par les canaux du spectacle, la télé, Twitter ou YouTube. Est-ce que le procès de l'information et des médias peut vraiment s'ouvrir ? Demande Jean Baudrillard. Absolument pas, pour la simple raison que les médias eux-mêmes détiennent la clé de l'instruction. Alors que faire ? Que faire si vous ne voulez pas vivre dans une Second Life virtuelle, mais que vous ne voulez ni finir assassiné dans la caverne, ni être dévoyé par le système comme dans Black Mirror ? La première solution, peut-être la plus radicale et la plus grandiose, c'est de s'enfuir de la caverne en solitaire. Supprimer sa connexion Internet, supprimer les canaux d'information inutiles, tenter de revivre la grande aventure perdue, l'aventure du réel. La deuxième solution, c'est de continuer à occuper le terrain. Ne pas quitter le système de l'image, car le quitter, c'est le laisser au pire marchand d'attention. C'est cette deuxième voie qu'ont choisi des personnes que j'admire sur cette plateforme. Faire des vidéos pour enseigner la biologie, la philosophie ou la physique, atteindre le public là où il est pour l'emmener ailleurs. C'est la voie de toute éducation. Et c'est aussi la voie de Socrate. Car qui est ce mystérieux maître qui choisit de descendre dans la caverne, dans le monde de l'image et de l'illusion pour en faire sortir une petite poignée d'élèves ? Descendre au niveau de l'image, au milieu des loups, pour faire entendre une voix de la raison, n'est pas une compromission ni une trahison de l'idéal, c'est une générosité. Le monde a plus que jamais besoin de cette générosité, de votre générosité. Prenez la parole, descendez dans la caverne, beaucoup de prisonniers n'attendent que vous.